Merci beaucoup, Jean Stone. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vais effectivement, et c'est plus facile après la conférence du professeur Ahmed Djebar, car il a déjà traité d'une partie de ce sujet, je vais traiter de la question de savoir s'il convient que le progrès soit déraciné, ou si, au contraire, il est absolument essentiel qu'il reste puissamment enraciné. A priori, la question ne devrait pas se poser. Il l'a montré abondamment, j'y reviendrai très rapidement, dans l'histoire de la connaissance, de son émergence, de sa diffusion, la continuité dans les savoirs, différentes sortes d'enracinements multiples ont toujours été essentiels pour que la sève permette la croissance du magnifique édifice végétal qu'est le progrès des sciences. Pourtant, je pars de deux pétitions de principe inverses. L'une qui m'a beaucoup frappé dans la vie politique du continent européen il y a quelques années, et l'autre que chacun connaît et que l'on doit à la tradition révolutionnaire. Commençons par cet épisode qui m'a stupéfait et a été le point de départ d'une réflexion. Vous vous rappelez sans doute, il y a quelques années, du conflit politique qui a opposé, d'un côté, la France, avec le président de l'époque, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, associé à l'Allemagne, à la Belgique, à quelques autres pays, qui s'opposaient à l'entrée en guerre contre Saddam Hussein, contre l'Irak, et puis en face, voulant soutenir l'entrée en guerre avec l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal et d'autres pays. Et le Premier ministre de la Grande-Bretagne, à l'époque, Tony Blair, a dit « Cela est normal, nous voyons là une illustration de la vieille Europe contre la jeune Europe. » Et en fait, il y avait idéologiquement dans cette affirmation matière à penser, matière à réfléchir et matière à rétorquer. Ce qu'il entendait en quelque sorte, c'est qu'il y avait une ancienne Europe dont devrait faire partie normalement l'Angleterre, dont la culture est d'une richesse incroyable. Mais Tony Blair l'oubliait, en l'occurrence, qui savait qu'il convenait qu'elle brisât les liens qui la reliaient à la tradition et qu'elle puisse avoir des propositions hardies, novatrices, nouvelles, la nouvelle Europe qui devait de ce fait emboîter le pas des États-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne afin d'entrer en guerre dans la coalition contre Saddam Hussein. En face, une vieille Europe qui était perclue de rhumatisme, qui était agrippée à ses certitudes, qui n'arrivait pas à détourner les yeux de son passé. En effet, cette proclamation selon laquelle il convenait que la modernité se déracinât de la tradition était affirmée au plus haut niveau. Premier élément de réflexion. Le deuxième, naturellement, dans la tradition révolutionnaire, c'est le champ révolutionnaire socialiste communiste par excellence, l'international du passé faisant table rase. Convient-il, pour construire l'avenir, que l'on fasse du passé table rase? Et j'aimerais traiter cette question à l'aune de la manière dont s'est construit d'abord la réalité du progrès et ensuite la prise de conscience du progrès. Premièrement, l'on perçoit immédiatement les faiblesses qui entourent cette affirmation selon laquelle il conviendrait que la jeune Europe, pour conquérir l'avenir, arriva à se déprendre de son passé, ou bien selon laquelle il conviendrait que l'on fît du passé table rase. Comme l'orateur précédent l'a amplement démontré, cela ne s'est jamais passé comme cela.
Il a parlé en particulier de la Renaissance islamo-andalouse, pas simplement, entre le 8e et le, je ne sais pas quand on va la faire cesser, 12e siècle, voilà, si on veut. Et cette Renaissance islamo-andalouse qui a été une période incroyablement riche, novatrice, l'a été en rebondissant sur la redécouverte d'un savoir extraordinaire qui était le savoir grec, le savoir d'Alexandrie, notamment dans le domaine de la médecine et de l'anatomie. Cela a été une redécouverte d'une importance tout à fait extraordinaire. Alors il est vrai que, pas plus d'ailleurs la Renaissance islamo-andalouse que la Renaissance européenne, dont je vais parler ensuite, n'avait pour but de, entre guillemets, progresser, comme leur nom l'indique. Le but était de retrouver la magnificence d'une civilisation passée. C'est particulièrement net et écrit pour ce qui concerne la Renaissance européenne, italienne et européenne, qui se fixe comme premier but, comme première finalité, de dépasser le cadre de l'enseignement scolastique afin de rebondir sur la floraison de la civilisation gréco-latine et de renouer avec un humanisme, une manière de dire la grandeur de l'homme de par tout ce dont il était capable. Ces points, leur objectif, ont été des périodes d'une incroyable richesse, d'une incroyable invention et d'une incroyable nouveauté. Je vais m'arrêter un peu plus longtemps sur le XVIIe siècle. Car le XVIIe siècle, on peut le concevoir différemment, mais c'est un sujet, la naissance du progrès, qui m'intéresse depuis fort longtemps. J'ai coutume de marquer que le progrès en tant que tel, assumé et annoncé, vient du XVIIe siècle, à travers tout d'abord une réflexion philosophique et une réalité scientifique. La réflexion philosophique, pour faire simple, je la résume par une citation hybride, conjointe, dont j'emprunte les éléments à trois auteurs qui se succèdent rapidement dans le siècle. Le premier est un homme politique, un expérimentateur assez piètre d'ailleurs, et un philosophe de talent qui est Francis Bacon, l'anglais. Francis Bacon est le premier qui énonce une évidence pour nous absolue. Il indique le savoir et pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très longtemps, depuis l'Antiquité gréco-latine, même la période scolastique, la Renaissance islamo-andalouse, la Renaissance européenne, ça fait très longtemps que tout, dans l'examen de l'évolution des sociétés et des civilisations, démontre que le savoir est pouvoir. En revanche, jamais on n'avait assigné comme but principal au savoir d'accroître le pouvoir humain. C'était une manière de s'approcher de la connaissance et donc de la magnificence de Dieu. C'était une manière de chanter la gloire de l'homme, vision plutôt théologique, vision plutôt humaniste. Au XVIIe siècle, on dit le savoir est pouvoir pour l'homme, et Descartes, je suis dans l'université Paris-Descartes, Descartes, quelques 15 ans, 17 ans après, pourrait en quelque sorte compléter la phrase de Francis Bacon, pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Le savoir est pouvoir pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Cela indique que la finalité qui est dès lors assignée au savoir est très clairement indiquée. C'est le moyen, en effet, d'améliorer le pouvoir que l'on peut exercer sur la nature afin de la mettre au service de l'homme et de réaliser ce qu'il veut faire. Et cela de manière totalement explicite. C'est ça la finalité, c'est le résultat depuis longtemps. C'est ça la finalité. Or, encore une quinzaine d'années après, le mathématicien janséniste Blaise Pascal redit ce qui est dit depuis la scolastique,
Il nous dit: toute la suite des hommes depuis le cours de tant de siècles est comme un seul homme qui vit toujours et qui apprend continuellement. Et évidemment, la combinaison de ces trois citations aboutit à ce qu'au XVIIe siècle, on indique que le savoir entraîne le pouvoir, que le pouvoir découle du savoir. Or, le savoir est infiniment cumulatif, puisque toute la suite des hommes, etc., il s'ensuit que le pouvoir humain sera infiniment cumulatif. Le moment à partir duquel on théorise l'idée que le pouvoir humain de se rendre comme maître et possesseur de la nature doit être infiniment cumulatif, parce que le savoir l'est, c'est effectivement au XVIIe siècle que l'on trouve la conjonction de ces trois citations. Alors en réalité, toute la suite des hommes depuis le cours de tant de siècles, la citation de Pascal a des antécédents à la haute période de la scolastique, puisque dans l'ouvrage de Jean de Salisbury, Métallogicon, il cite cette phrase qui est extrêmement connue de son maître Bernard de Chartres, qui indique: les nains juchés sur les épaules de géants voient plus et plus loin qu'eux-mêmes, non pas parce qu'ils leur sont supérieurs, mais puisqu'ils sont en une position plus élevée. C'est en quelque sorte ce que reprend comme idée Blaise Pascal. Aussi bien l'affirmation de Bernard de Chartres, citée par Salisbury, que la citation de Pascal indique que dans cette conception-là, le progrès est indéracinable, puisque, en effet, aucun d'entre eux ne nie que sur les épaules des géants qui nous ont précédés, il n'y a guère que des nains, mais si les nains voient plus loin, c'est qu'ils sont juchés sur leurs épaules. Et par conséquent, ce qui fait la grandeur de la science humaine, c'est qu'elle est infiniment cumulative et elle ne pourrait être conçue comme étant discontinue. D'ailleurs, c'est tellement vrai que le XVIIe siècle est également le siècle du progrès d'un point de vue scientifique. Trois noms, mais on pourrait en citer d'autres. Évidemment, l'inventeur de la science expérimentale, Galilée. Galilée, quand on lit ses différents ouvrages, a une connaissance extraordinaire des travaux de ses prédécesseurs. Il apporte la science expérimentale, bien sûr. Il apporte l'observation pour ce qui est de l'astronomie. Cela étant dit, et il le dit très clairement, il part de la formalisation mathématique des travaux de Galilée. Il sera inspiré par l'amélioration apportée par Kepler. Il connaît parfaitement ce qu'est l'astronomie de Ptolémée, et il y a cette continuité. Quant à Newton, lui-même reprendra à son compte l'affirmation de Bernard de Chartres et de Blaise Pascal, et avec humilité, il dira qu'il n'a réussi ce prodige de créativité scientifique que parce qu'il a été précédé de tant de personnes de très très grand talent. Et ce que je dis de ces deux-là est valable du troisième nom que je pourrais citer au XVIIe siècle dans un autre domaine, qui est William Harvey, sur la découverte de la circulation sanguine, qui lui aussi a, de manière tout à fait extensive, connu, lu, étudié tous les éléments dont il va partir pour les corriger. Si bien que, en fait, historiquement, on pourrait considérer que la messe est dite, en quelque sorte, et que le progrès est par essence indéracinable. Pourtant, la question est devenue plus complexe dès lors qu'au progrès, on a apporté un autre élément, qui est celui de l'optimisme progressiste du XVIIIe siècle. En effet, derrière le terme de progrès, dont je ne vous ai donné qu'une définition factuelle et peu contestable, c'est-à-dire que le savoir est pouvoir, qu'il est quelque part infiniment cumulatif et que par conséquent le pouvoir humain va croître. Il y a peu d'entre nous qui en doutent d'une manière ou d'une autre. On peut s'en réjouir, le redouter, considérer que c'est une catastrophe, mais on ne peut pas nier réellement le fait. Il n'y a pas au XVIIe siècle, de manière absolument généralisée, l'extraordinaire optimisme des Lumières et des hommes du XVIIIe siècle. D'ailleurs, Francis Bacon lui-même, dans un texte dont je ne connais plus la citation par cœur,
indique que sur la voie du progrès, il n'utilise pas le terme progrès encore, sur la voie de la connaissance, il conviendrait parfois que l'homme de science s'arrêtât pour en quelque sorte se mettre au bord du chemin et qu'il se regardât passer, afin de porter un jugement sur son cheminement. Il serait en quelque sorte le penseur du principe de précaution, on dirait volontiers. Et on ne retrouve nulle part cette certitude, ou du moins pas au début, cette certitude selon laquelle le progrès scientifique et technique, qui est assuré, est également certitude du progrès humain. L'optimisme du progrès scientifique et technique, comme bon an mal an, assurant le progrès humain, se construit, ou du moins se consolide totalement au XVIIIe siècle. Et singulièrement, il se construit, il se consolide en reprenant un optimisme de la science, un optimisme de la poursuite du vrai, qui lui remonte à Socrate, ou au moins à Platon qui en parle à propos de Socrate. La question des rapports entre le vrai et le bien est une question qui agite beaucoup les philosophes grecs du IVe siècle avant notre ère. Et Socrate, d'après Platon, est un partisan de cette vision optimiste selon laquelle ce qui est vrai montre quelle est la voie dans laquelle il faut s'engager. Seule l'ignorance amène à rester dans l'obscurité. Et donc on ne peut séparer la recherche du vrai et la recherche du bien, alors que dans notamment l'un de ses discours philosophiques, ceux de Platon, son adversaire Protagoras y est totalement opposé et considère qu'il faut séparément rechercher le vrai, mais que ça ne suffit pas et qu'il faut également guetter et rechercher le bien. Au XVIIIe siècle se construit encore une invention grecque, la logique, se construit une sorte de sophisme très singulier qui consiste à dire, puisque le pouvoir est issu du savoir, que le savoir est sans conteste préférable à l'ignorance, pour toutes les raisons qu'il n'est pas utile de rappeler, et qu'il a quelque chose de bon en soi. Le pouvoir qui en découle doit également être bon et doit apporter à l'homme les moyens de son plus grand épanouissement, quoi qu'il en soit. Et c'est ainsi que, et là encore je pourrais faire maintes citations, et c'est ainsi qu'au XVIIIe siècle, l'un des grands hommes de progrès, Condorcet, pourra définir le progrès comme la marche de l'humanité d'un pas ferme et sûr sur la route de la vérité, du bonheur et de la vertu. Voilà la définition absolue de l'optimisme progressiste qui va déplacer des montagnes. C'est lui qui va faire l'Europe et puis aussi après va s'exporter dans les autres pays, comme chacun sait, mais qui pose un problème d'abord théorique pour les gens qui réfléchissent, difficile. Pour qu'effectivement le pouvoir toujours croissant de l'homme, découlant de son savoir toujours croissant, soit garanti l'amélioration du sort de l'homme, il faut qu'un mécanisme l'explique. Quel est ce mécanisme? Alors, on peut considérer que c'est la main invisible du Créateur. Vous voyez, comme au XVIIIe siècle, le libéralisme net également utilise la main invisible d'Adam Smith, ça peut être la main invisible du Créateur qui désire cela, et qui désire en quelque sorte que ce pouvoir soit canalisé au profit de l'homme. Mais Condorcet n'est pas vraiment déiste, c'est l'un des révolutionnaires français qui ne l'est pas. Et il ne peut s'arrêter à cette hypothèse, si bien que Condorcet présente une autre hypothèse. Condorcet considère que ce phénomène par lequel le savoir est cumulatif crée un corpus des connaissances et des techniques, au contact duquel toute la suite des hommes peut progressivement s'acculturer, accroître son niveau mental, son niveau intellectuel et son niveau de sagesse, si bien que l'homme de plus en plus savant et donc de plus en plus puissant devrait être un homme également de plus en plus sage. Et en effet, si Condorcet a raison, si l'homme de plus en plus savant, de plus en plus puissant, est également un homme de plus en plus sage, l'optimisme du progrès est légitime. Sauf que, évidemment, l'on pourra considérer que cette explication est valable. Une grande partie du XIXe siècle, c'est toujours discuté.
quand on lit au XIXe siècle le petit livre de Michelet, Prométhée, on voit qu'il y a de ce côté-là des adversaires à cet optimisme du progrès. Il n'empêche que jusqu'à la fin du XIXe siècle, bon an, mal an, on peut considérer en effet que le progrès des connaissances et des sciences apporte une satisfaction accrue à l'humanité. C'est l'ère du pasteurisme, ce sont les extraordinaires conquêtes. Voilà. Le XXe siècle est le plus compliqué, bien entendu, car le XXe siècle est le siècle de l'explosion des bienfaits du progrès. Nous les connaissons tous, au plan des connaissances, au plan des techniques, au plan de l'amélioration des chances de survie des enfants, de l'augmentation de la longévité, de la guérison de nouvelles maladies, de l'exploration de l'espace, de la communication en temps réel partout dans le monde. Des travaux tels celui qui nous a été montré aujourd'hui bénéficient énormément aussi, bien évidemment, des échanges tels qu'ils sont autorisés par la numérisation des documents, évitant d'aller partout à Tombouctou et ailleurs pour voir ces dits documents. C'est extraordinaire, incontestablement, siècle de progrès. Et puis, tout le monde le sait, le XXe siècle est le siècle de 3 génocides. C'est le siècle de la bombe atomique, c'est le siècle de Bhopal, de Tchernobyl, c'est le siècle de la pollution, et c'est un siècle au terme desquels on est convaincu en effet que le savoir est pouvoir, on est convaincu que le pouvoir continue de s'accroître, mais une partie non négligeable de l'humanité n'est pas totalement persuadée que ce soit assurance absolue d'une amélioration du bonheur. Et la question qui se pose dès lors est, dans cette extraordinaire énergie qu'a poussé les femmes et les hommes et qui a construit pour l'essentiel notre espace des nations de progrès, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cet optimisme mobilisateur? En fait, il y a plusieurs éléments d'explication, je n'ai pas le temps de les reprendre tous. Un d'entre eux qui a à voir avec le sujet de votre réflexion et de votre conférence. C'est que parmi les objets intellectuels que l'on poursuit, qui sont des objets intellectuels légitimes, il en est qui, par leur essence, peuvent être poursuivis par une approche des sciences exactes qui va s'énoncer sous une forme réfutable ou confirmable par un procédé rationnel dans l'idéal de la science poppérienne. Et puis, il existe d'autres questions qui sont également très importantes. Qu'est-ce que c'est que le beau? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la haine? Par exemple, ce n'est pas des sujets négligeables, où l'on voit bien qu'il importe, autrement on ne peut pas discuter, d'aborder la question de manière totalement rationnelle, mais pour rationnel que l'on soit, on ne pourra aboutir à un énoncé qui a toutes les caractéristiques d'un énoncé scientifique. C'est-à-dire, il n'est pas totalement et définitivement réfutable, falsifiable ou confirmable par une méthode rationnelle. Il est un apport positif à l'évolution de la pensée et des idées. Or, voyons le domaine de l'éthique. 5 minutes, c'est très bien. Je vais tenir, vous allez voir. Or, voyons le domaine de l'éthique. Je prends un sujet tout à fait au hasard. On va parler du clonage, parce que c'est populaire et tout le monde a entendu parler du clonage. Si je veux parler du clonage, c'est-à-dire de la puissance humaine à pouvoir éventuellement reproduire un autre être qui a beaucoup de traits identiques aux siens propres, qui a le même sexe que lui, qui a la même couleur des yeux, des cheveux, un peu le même visage que lui-même, c'est lui-même qui en décide. Il y aura tout d'abord une approche scientifique. Et au niveau de l'approche scientifique, l'évolution exponentielle des connaissances est telle que je ne vais pas me référer à des auteurs beaucoup plus anciens que quelques dizaines d'années. Or, je remonterai à la fin du XIXe siècle, parce que les premiers travaux qui ont quelque chose à voir avec la possibilité du clonage reproductif datent de la fin du XIXe siècle. Mais auparavant, ça n'est pas beaucoup intéressant. En revanche, la question de savoir si une personne a légitimement
le droit de reproduire une à son image, de s'imposer à sa forme, qui traite par conséquent du pouvoir, de l'autonomie, de la liberté, de leurs limites. Ce sont des sujets également extrêmement intéressants sur lesquels je ne peux avancer dans ma démarche éthique. Mais sur ces sujets, la liberté, l'autonomie, le soi et les autres, le rapport entre soi-même et les autres, l'individuation. Certes, ce qu'ont dit les penseurs récents n'est pas insignifiant, mais pas tellement plus que ce qu'a pu en dire Hegel, pas tellement plus que ce qu'a pu en dire Kant, pas tellement plus que ce qu'a pu en dire Spinoza, pas tellement plus que ce qu'a pu en dire Plotin, pas tellement plus que ce qu'a pu en dire Aristote. Platon, c'est pas totalement négligeable non plus. Si bien que l'on voit que l'on se trouve avec un double corpus, l'un qui évolue en effet comme pouvait le supposer Condorcet, c'est-à-dire qu'il est infiniment cumulatif, et un autre dans lequel la discussion de la sagesse puise ses racines, dont je ne dirais pas qu'il n'évolue pas, mais qui a une dynamique propre qui en aucun cas ne peut être la même. Strictement en aucun cas. Si bien que l'idée selon laquelle l'homme de plus en plus savant et de plus en plus puissant serait un homme de plus en plus sage n'a aucun élément pour être conforté. Ni dans l'observation de l'histoire, ni dans l'analyse de ce qui pourrait supporter, ce qui pourrait confirmer un peu cette thèse. En définitive, car je vois bien Jean Stone qui me dit « il ne vous reste plus que 2 minutes 36 », donc je vais lui obéir. Voilà. En définitive, quand on considère aussi bien, comme l'orateur précédent l'a fait avec tellement de brio, l'évolution, on va dire, des processus civilisationnels, car c'est véritablement ce dont il a parlé, mais également quand on considère la dynamique du progrès et l'idée selon laquelle le progrès devrait pouvoir, éventuellement, si on le voulait, être utilisé comme un des moyens d'améliorer l'épanouissement humain. La seule image qui convient n'est pas l'image du passé dont il faut faire table rase, il y a de la vieille Europe contre la jeune Europe, c'est-à-dire l'image du ballon qui serait emprisonné par ses amarres. Il conviendrait de couper les amarres pour le libérer. Il ne serait que le jouet des éléments. La seule image qui convienne, c'est évidemment l'image du grand chêne, qui ne peut devenir impressionnant, harmonieux, puissant, que dès lors qu'il est puissamment enraciné. Si vous coupez ses racines, vous mettrez en danger naturellement l'arbre, et ça me permet de finir presque par où j'ai commencé, c'est-à-dire par une citation de Descartes qui lui aussi a utilisé la métaphore de l'arbre, puisque dans ses principes de philosophie, il écrit « Ainsi toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à 3 principales, la médecine, la mécanique et la morale. » Je vous remercie.